Marital Information sur Canal 2 International, bienvenue au 19h50. Voici les titres à la une de l'actualité ce soir. Ça sent le gaz entre le FMI et le gouvernement camerounais au sujet du carburant. Les experts de l'instance mondiale sont au Cameroun. Objectif, faire stopper la subvention par l'État des produits pétroliers. Une décision qui découlerait, selon les analystes, sur une augmentation du combustible et enflammerait la stabilité sociale. À 13 ans, il est un génie, jeune ingénieur qui s'implique dans la fabrication d'engins et appareils électroniques de ses petites mains douées. Le 19h50 vous emmène à la rencontre d'un prodige dans la ville de Yaoundé. Casablanca pour la gloire, début dans quelques jours du challenge Cannes pour les Lions indomptables. Objectif, tout dévorer sur leur passage. La bande Shoot Njoya Adjara atterrit au Maroc après une préparation intense dont nous vous ferons le point au bas de ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus au 19h50 sur Canal 2 International. Ouvrons ce journal avec un des corollaires de la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. La région de l'ouest vient une fois de plus de faire face à une attaque terroriste à Babadjou. Malgré une riposte énergique des forces de l'ordre, 3 blessés ont été enregistrés du côté des gendarmes. Hors de danger, ils ont reçu une visite de reconfort du gouverneur de la région de l'ouest, Awafonka Augustine. Les précisions dans cet élément que nous proposent Walter Bertrand et Dimitri Kuaté. Attaque de la brigade de la gendarmerie de Babadjou dans les Bamboutos, les assaillants déjoués font face à la riposte musclée des forces de défense et de sécurité. Hier nuit, il y a les terroristes qui ont attaqué la brigade de gendarmerie de Babadjou. Les gendarmes ont réagi énergiquement face à ces terroristes et voilà, à la fin, du côté de nos forces de défense, dans la gendarmerie, nous avons enregistré 3 blessés. J'ai saisi l'occasion pour apprécier le rôle que le comité de vigilance a joué dans ce village parce qu'ils ont accompagné les forces de défense et ils ont donné l'alerte à ces forces de défense qui étaient déjà positionnés pour faire face à ces assaillants. Donc il faudra que les populations continuent à travailler avec les autorités et les forces de défense pour faire face à toute menace dans notre région. Le gouverneur de la région de l'Ouest s'est rendu aussitôt aux cheveux des 2 blessés à l'hôpital régional de Bafoussam. Ces braves soldats, pour l'instant, sont hors du danger, selon les spécialistes de la santé. Depuis un certain temps, la région de l'Ouest connaît une recrudescence des attaques terroristes. Et on continue de parler de criminalité, loin de la région de l'Ouest, cette fois à l'Est du pays. À 4 mois du mondial au Qatar, un Camerounais s'est déjà spécialisé dans la confection de cartes de séjour d'accès à ce pays. Spécialisé dans la délivrance de pièces officielles, ce criminel d'un autre genre vient d'être stoppé par les éléments de la police judiciaire. Roméo Tignan et Kizito Koumaï. Le nommé Ndangoïla Thibault, ayant une double nationalité centrafricaine et camerounaise, spécialisé dans la délivrance des pièces officielles, vient d'être mis hors course par les éléments du commissaire divisionnaire Hervé Ndjomo, chef de la division de la police judiciaire de l'Est. Depuis un certain temps, dans la ville de Bertois et ses environs, il y a des faux titres identitaires qui circulent et ils ont d'ailleurs été saisis plusieurs fois entre les mains aussi bien des sujets camerounais que des étrangers. À l'aide de 2 laptops, 4 imprimantes et une machine à sceller, il falsifiait les documents officiels ainsi que les timbres. Nous avons mis sur pied une opération de police en collaboration étroite avec le commissariat de l'immigration qui nous a conduits à Yaoundé dans la région du centre où il a été interpellé tour à tour le nommé Chetima Tchoudjani et Nda Ngwala Thibault. Immédiatement, nous avons
perquisitionné le domicile de Dangwala Thibault dans le secteur de la briqueterie à Yaoundé, où nous avons constaté que ce dernier avait pratiquement tout un centre d'identification installé à domicile. Avec la Coupe du Monde qui se profile à l'horizon, il a entrepris le montage des cartes d'identité et de séjour du Qatar, ceci dans plusieurs villes du pays. Nous avons également saisi des faux cachets de services, notamment celui du commissariat de l'immigration de Yaoundé, de Bolova et du commissariat central numéro 4 de la ville de Yaoundé. En attendant sa présentation au procureur de la République près les tribunaux de l'Est, il médite son sort dans les cellules de la division de la police judiciaire de l'Est. Nous le disions en titre, une équipe du Fonds monétaire international est au Cameroun. Elle revoit certains accords avec le gouvernement. Parmi les sujets d'échange, la subvention des produits pétroliers. Le FMI demande au Cameroun de stopper cette politique, une exigence diversement appréciée par les experts. Alain Ghislain Kanga et Henri Chinda nous en disent plus. Le Cameroun a déjà dépensé 120 milliards de francs CFA pour la subvention du carburant. Cette politique de l'État ne plaît pas du tout au Fonds monétaire international qui demande d'y mettre un terme. Pour cet économiste, le FMI est dans son droit. Cette logique depuis, et c'est normal. Si vous connaissez un peu la vocation du FMI, c'est normal. Parce que le FMI est là pour récolter, n'est-ce pas? Il faut déjà savoir que nous sommes sous ajustement budgétaire depuis 2016. Ça a été prolongé en 2000 parce que ça devait finir en 2019. Nous n'avons pas satisfait toutes les exigences en la matière. Ça a été donc prolongé en 2020 parce qu'entre-temps, il y a eu la conjoncture de Covid-19 et donc c'est en 2020 qu'on a prolongé. Je crois que ça finit en 2023. Et donc le FMI est dans sa logique justement de faire en sorte que le budget du Cameroun puisse soutenir la dette extérieure que nous avons qui est aujourd'hui d'environ 1400 milliards. Ça c'est, n'est-ce pas, la priorité du FMI. Le bémol, c'est que le gouvernement surfe sur la préservation de la stabilité sociale. Auquel cas, le pays s'achemine vers une augmentation du prix du carburant autour de 1200 francs CFA. Une situation susceptible d'être perçue comme de l'austérité. Si le Cameroun ne subventionne pas le carburant, le lendemain, c'est la guerre civile. Le lendemain, là, c'est des troubles sociaux. L'autre élément à relever, qui pour d'autres experts semble difficile pour le Cameroun de flancher, c'est que la subvention du carburant est intégrée dans la loi des finances rectificatives. Mais le gouvernement a-t-il les moyens pour s'y opposer? Je ne pense pas, on n'a pas les jambes suffisamment solides. Avec le budget de l'État passé à plus de 6 000 milliards de francs CFA, avec la loi rectificative, l'expert évoque des perspectives irréelles de collecte de 80%. La vente de ce carburant dont on veut stopper la subvention, justement, se fait à tout coin de rue dans la ville de Douala. Une pratique illicite que dénonce le préfet du Vouri. Benjamin Mboutou, face à la presse ce mercredi, annonce des actions à l'endroit des réfractaires. Les détails, c'est avec Alain Ghislain Kanga et Thierry Nana, une fois de plus. Petit attroupement des conducteurs de mototaxi dans cette station-service de Fortune. Le pompiste, le voici, en pleine opération. Des clichés comme celui-ci, on en trouve presque partout dans la ville de Douala, aux abords des rues et même devant les domiciles. Le préfet du Vouri, dans une note, interdit cette pratique. Pour l'instant, l'heure est à la sensibilisation. Nous avons demandé au sous-préfet de mener aussi au niveau du chef de bloc, les chefs de quartier, cette sensibilisation-là. La sensibilisation ne sera pas continue. L'opération va s'étendre à la phase répressive pour les réfractaires. On prépare déjà un déploiement sur le terrain pour une traque sans relâche. Nous allons organiser des patrouilles, nous allons procéder aux saisies systématiques. C'est-à-dire vous allez voir à chaque fois, la police a reçu instruction, et même la gendarmerie, de saisir systématiquement ce carburant. Bon, les gens nous disent, nous allons nous décourager. Ce n'est pas nous qui allons nous décourager, c'est eux. Parce que chaque fois qu'on opérera des saisies, ils vont ramener ces produits-là, nous allons les saisir. Cette opération concerne également la vente illicite des produits pharmaceutiques. Les infortunés s'exposent également à des poursuites judiciaires.
Dans l'actualité, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Baslekin III, a effectué ce jour une visite dans 3 PME, une descente qui s'inscrit dans le cadre de la célébration ce 29 juin de la journée des micro, petites et moyennes entreprises. Le but est de voir de plus près ce qu'elles proposent et comment les accompagner. Et au rang de ces PME et micro-entreprises, les salons de coiffure. Ils coulent depuis sous le poids des perruques. Les clientes de ces espaces sont remplacées en moment de soins, de tresses ou autres par le port du chapeau, comme on appelle communément. Conséquence, il faut user de nombreux stratagèmes pour les coiffeurs, histoire de tirer son épingle du jeu. La coiffure comme elle va, c'est le coup de pinceau ou de peigne, plutôt de Karel Mezatia Choya. L'une des premières clientes de Cathy, ce mercredi 29 juin à Yaoundé. Elle est là pour fixer sa perruque, ce à quoi s'attelle la coiffeuse, après brossage du chapeau. Vite fait, bien fait, sauf que ça gâte le marché. Moi, j'avais l'habitude de travailler par semaine 50 000. Mais aujourd'hui, là, je n'arrive même pas à travailler même 1000 francs. 1000 francs. En fait, quand les clientes arrivent aujourd'hui, elles viennent seulement pour laver ses cheveux, faire un shampoing et puis natter, porter sa perruque. C'est tout. Son activité se meurt à petit feu. Pas moyen de faire des économies. La situation est telle qu'elle pense à abandonner le peigne. Puisque je ne travaille plus, je ne peux rien faire. Les temps sont devenus tellement durs. Et les choses aussi qui sont devenues chères, les mèches chères. C'est comme si je veux même changer de métier. Situation compliquée aussi dans cet autre salon de coiffure au quartier Tongolo, dans la ville aux 7 collines. Heureusement, Don William, comme on l'appelle ici, tire son épingle du jeu. Il s'est spécialisé en traitement de cheveux pour joindre les deux bouts et il s'en sort plutôt bien. C'est sur ce tableau que moi je joue. Ceux qui ne font que dans les tissages, par contre, eux, ils auront un sérieux problème parce qu'à partir d'un moment, quand on a tissé une perruque, chaque jour, c'est la même perruque. Elles ne peuvent jouer que sur un seul tableau de traitement de ces perruques-là. Et même jusque-là, combien de femmes le font? La polyvalence présentée comme un atout pour se faire des sous par ces temps de vache maigre, même si ça paraît difficile. La perruque à la côte, une variété de coupes et modèles prêts à porter, proposés aux dames, faciles à manier. Par exemple, ma greffe-ci, j'ai déjà fait 8 ans avec. J'ai 3 perruques, donc je change. Si les femmes en général sont abonnées aux perruques, d'autres signent sur des tresses. Entre autres raisons, le coût beaucoup plus abordable. Mettre les mèches, il suffit d'un peu de pluie sur ça, ça gratte. La perruque peut être même ça peut partir même à 100 000. Pourtant les mèches à 1000 francs tu trouves. Et donc ne supporte pas aussi les chapeaux parce que la perruque, ça chauffe. Puisqu'il y a d'abord le chapeau, il y a la greffe, donc du coup c'est pas évident. D'autres n'aiment pas les perruques. Et aussi la perruque, parfois ça rase la devanture. Moi je ne conseille pas vraiment les perruques. Dans ces avantages et inconvénients, se glissent les tresses à l'africaine pour faire plus simple. Ainsi vont les salons de coiffure dans la capitale en ce 29 juin. Journée dédiée aux micro, petites et moyennes entreprises. Leur entreprise était d'accéder au secondaire et c'est fait. Les résultats du CEP sont déjà disponibles dans la région du littoral. 91,31% de taux de réussite, une nette augmentation comparée à l'année dernière. La preuve que les objectifs de réussite n'ont pas été perdus de vue. Junior Rossin, Stéphane Binac nous en disent davantage. Face au barbillard, Joséphine célèbre la réussite de son fils à l'examen du certificat d'études primaires en abrégé CEP. Joyeuse, très émue parce que mon enfant Ken Farfarel a obtenu son CEP. Et je suis très fière. Voir d'abord la multiplication des exercices et tout au courant de l'année. J'étais sûre que mon enfant devait avoir son CEP. C'est la raison pour laquelle je suis très émue. Dans cet établissement scolaire de la ville de Douala, le taux de réussite est de 100%. Malgré une année scolaire perturbée par la grève des enseignants, le coronavirus et la Coupe d'Afrique des Nations. Pour parvenir à ce résultat, de nombreuses écoles comme celle-ci ont dû mettre sur pied quelques stratégies. C'était pas facile cette année, avec les mouvements de grève par-ci, par-là, l'OTS, et on a trop supporté, trop c'est trop. Mais ici chez nous, nous avons le professionnalisme. Le devenir de nos enfants, leur avenir est notre motif. Raison pour laquelle nous sommes placés au-dessus de ces problèmes. On a fait les efforts et surpassé cette grève
pour travailler avec nos enfants. Dans la région du littoral, le taux de réussite global du CEP pour cette année 2022 est de 91,31% grâce aux efforts consentis. Tous les samedis étaient pris et nous avions également trouvé des temps additionnels. Tout le matin, nous avions 30 minutes de plus et tous les soirs, 30 minutes. C'est-à-dire 1 heure par jour. Au terme de l'année, nous avons atteint le quota horaire requis. Et nous avons utilisé ce temps additionnel pour combler les vides et exécuter le programme à 100%. Soulignons que pour l'année dernière, le taux de réussite était de 88,37%, soit une augmentation de 2,94% pour le CEP. Et pour le First School Living Certificate, le taux de réussite cette année est de 95,78% par rapport à l'année 2021, situé à 94,45%, soit une augmentation de 1,33%. À peine il a eu son CEP qu'il est déjà un génie de l'électronique, allant au quartier Tongolo à Yaoundé découvrir un jeune garçon de 13 ans qui mérite toutes les attentions. Le jeune Kevin est un génie de la fabrication des engins électroniques faits à base de matériaux de récupération. Nos reporters Daniel Anissé-Boudi et Jovial Tassonquin, Raoul Gouffo l'ont rencontré. C'est ici au domicile de ses parents au quartier Tongolo à Yaoundé que nous découvrons le petit Kevin dans ses œuvres. À seulement 13 ans, le jeune élève en 2e année électricité au lycée technique Chalatangana est déjà un génie de l'électromécanique. Quelques-unes de ses réalisations ici exposées, comme ce robot conçu à partir de matériaux de récupération et qui fonctionne à merveille. Pour fabriquer ça, j'ai utilisé des seringues avec des choses de perfusion. Et la pression qui fait que ça puisse porter les choses, c'est l'eau que j'ai mis dedans. La manche pour arrêter les choses. Et le 2, c'est pour la poignée. Ça sert à lâcher et d'attraper les choses. Et le croix, ça sert à rentrer derrière et devant. Le 4, c'est pour la rotation. Donc ça peut partir de gauche à droite. Le petit ingénieur a également mis sur pied ce mini-véhicule et cet ordinateur en carton qui porte toute sa marque de fabrique, Kev. Ce qui donne la lumière me fait, j'ai adapté à une batterie et un petit interrupteur. Et j'ai assemblé cette adaptation et c'est ça qui fait que je puisse allumer et éteindre. C'est depuis l'âge de 6 ans que le jeune prodige commence à impressionner son entourage par son esprit créatif, comme nous le confie son papa, que voici. Il ne faisait que ramasser les choses. J'ai dit que ça c'est la poubelle. Demain, je viens encore qu'il a encore ramassé d'autres. Il commence à fabriquer certains trucs. Il commence à fabriquer même les petits ampoules dedans. J'arrive et dis, papa, regarde, j'ai fabriqué un truc là. Regarde la lumière que j'ai branchée. Il fait pac, pac, il allume. Je dis, qui t'a appris ça? Il dit, non, papa, je suis en train de vouloir faire quelque chose. Je suis en train de tester quelque chose. L'adolescent rêve d'une carrière d'ingénieur et espère la réaliser pour subvenir aux besoins de ses parents et avec l'accompagnement du gouvernement. Contrairement à Kevin, peu de jeunes filles dans l'extrême nord peuvent rêver d'une carrière, car là-bas, l'éducation de la jeune fille est foulée aux pieds. Des enfants sans acte de naissance, écoles et hôpitaux sans infrastructures adéquates. Voilà entre autres les problèmes rencontrés par les populations des 5 localités du Diamaré. Ils interpellent justement l'autorité sur l'urgence de prendre en compte leurs doléances. L'île Piédiou, Aminou Alioum. Des forages qui pompent de l'air en lieu et place de l'eau. C'est l'une des réalités vécues dans certains cantons du département du Diamaré, dans la région de l'extrême nord. Nous déplorons, pour le regretter, que la plupart des forages réalisés sont improductifs et malheureusement réceptionnés par les services techniques compétents. C'est malgré les dénonciations et la ferme caution de la population après qu'elle ait assisté à des essais de pompage non concluants. À ce triste tableau s'affiche l'absence d'infrastructures dans les écoles, les hôpitaux et les inondations à répétition. Continuons à déplorer au niveau de nos écoles primaires et secondaires, ainsi qu'au niveau des formations sanitaires, l'insuffisance des infrastructures et des équipements, ce qui constitue
un handicap majeur pour le déroulement normal des enseignements et une prise en charge adéquate des malades. Toutes ces difficultés ont été vécues sur le terrain par Jean-Marc Ekwambarga. Le préfet du Diamaré exhorte les populations à rompre avec les mariages précoces et à lutter contre l'apatridie. Vous avez vu comment nous avons ensemble posé des problèmes concernant les actes de naissance pour les enfants qui ont une incidence malheureuse dans leur parcours dans la société. Tous les enfants ont droit à l'école, les filles comme les garçons. Il est hors de question de dire que c'est les filles qui doivent aller en mariage. La femme est faite pour aller en mariage, c'est normal. Mais la femme est également faite pour faire l'école. En attendant les solutions aux doléances de ses habitants, cette tournée d'animation socio-économique de l'autorité locale, qui va s'achever le mois de juillet prochain, est une invite au vivre ensemble, au maintien de la paix et de la cohésion sociale et à la collaboration de tous dans la lutte contre Boko Haram. Le Cameroun accueille du 19 au 21 juillet prochain la 7e conférence mondiale de l'Institution internationale des professionnels de sciences. Fil conducteur de ce rendez-vous, nouvelles perspectives de la science dans la lutte contre la corruption, le cyberterrorisme et la cybercriminalité financière dans le pays. Karel Mezatia Tchoya. La conférence, qui va se tenir du 19 au 21 juillet prochain au Palais des Congrès de Yaoundé, est orientée vers les questions de lutte contre la corruption dans le contexte du numérique. Un mal encore profond au Cameroun, la criminalité financière également comptée parmi les problèmes qui entravent l'atteinte des objectifs de développement du 237. Le choix porté sur notre pays pour accueillir ce rendez-vous du donner et du recevoir n'est donc pas anodin. L'Institut international des professionnels certifiés de sciences forensiques veut, à travers sa 7e conférence mondiale, partager son expérience et ses connaissances dans le domaine. Il faut donc réfléchir rapidement pour adapter les institutions de l'État, le comportement humain et les décisions et orientations politiques qui sont prises pour optimiser les éléments et les instruments de lutte contre la corruption et la criminalité. Plus de 100 pays à travers le monde seront de la rencontre. Les résultats attendus: faire monter d'un ou plusieurs crans les niveaux de connaissances des publics cibles sur l'approche criminologue et faire mieux connaître les offres de formation de l'Institut international des professionnels de sciences forensiques. Cameroon has in place the supreme state audit which fights corruption at the level of government. The Minister of Supreme State Audit of Cameroon is the Secretary General of all Supreme State Auditors in Africa. That is a plus for Cameroon, and it's a mark, it's a good state signature. Cameroon has also put in place what we call TCS, the Special Criminal Tribunal. Now we have all the resource persons there. They need capacity building. The coming of this conference is important because we are going to accompany them in building their capacities, in setting up good digital labs, in assisting them to get the skills required to realize the objectives put in place at the point of setting up these agencies. Profil des participants de cet événement placé sous le patronage du Premier ministre, responsable de la conformité, contrôleurs fiscaux, responsable de la criminalité économique, entre autres. Thème retenu pour ces assises: nouvelles perspectives de sciences forensiques dans la lutte contre la corruption, le cyberterrorisme et la criminalité financière dans le pays. Assis le long des murs des bâtiments administratifs à longueur de journée, ils se proposent de vous simplifier la vie. Par leur connaissance des lieux et leur maîtrise des procédures, ces facilitateurs de fortune offrent aux usagers leurs services très souvent express. Titi Freeman et Thierry Nana nous les présentent dans cet élément. Juste arrivé ici à l'entrée, j'ai croisé un monsieur et il m'a dit que ça pourrait une fois passer rapidement avec lui parce qu'il allait là-bas attendre. Donc je peux un peu donner même une bière pour qu'il puisse faire ça même en 20 minutes. Effectivement, j'ai peur. Mais vous savez, on doit toujours prendre un risque à tout. Mais j'ai peur, vraiment. La confiance n'est pas totale. Pourtant, ils continuent de confier leurs documents pour législation et certification à ces intermédiaires de fortune auprès des services publics. Un gain de temps et une maîtrise qu'ils payent selon l'entente avec ces facilitateurs improvisés. On leur facilite la tâche tout simplement parce qu'il y a beaucoup qui ignorent la constitution du dossier. Il faut savoir les constituer. Il faut être un peu expérimenté, savoir quelle est l'autorité compétente pour faire signer tel document. Des services informels rendus aux usagers au risque quelquefois
d'usage de faux documents et de pertes. Vous courez des gros risques parce que ces arnaqueurs sont souvent au centre des trafics de tout genre. Le moins cher devient cher. Ces gars ne vous font pas du bien. Le grand public est ainsi appelé à plus de lucidité. Soyez prudents, soyez vigilants, ne vous faites pas arnaquer alors que nous sommes là pour vous. On n'a pas pour activité reconnue facilitateur, non. C'est une fonction qui n'existe pas. Ils diront qu'ils se débrouillent. Une vigilance qui doit être appliquée au quotidien, tel que l'a rappelé le ministre des Finances par une mise au point la semaine dernière, qui demandait aux usagers de se rendre eux-mêmes auprès des services spécifiques pour leurs différents besoins. Des facilitateurs qui ne pourront certainement pas vous aider pour l'obtention de la carte d'électeur. Le président du Conseil électoral d'Elections Cameroun, Eno Abraham Egbe, préside ce mercredi la deuxième session ordinaire du Conseil électoral au titre de l'année 2022. Les travaux sont consacrés entre autres à l'examen et l'adoption du procès-verbal de la première session ordinaire, sans oublier l'adoption des termes de référence de descente sur le terrain. Mariam Mazou et Serge-Alain Zébou pour plus de précisions. Les recommandations issues de la tripartite avec le gouvernement relatives au fonctionnement des commissions mixtes de révision des listes électorales, la mise à jour technologique des outils de biométrie électorale, ainsi que l'amélioration continue des conditions de travail du personnel de l'ICAM sur le terrain sont entre autres des sujets inscrits à l'ordre du jour. Le président du Conseil électoral, Eno Abraham Egbe, profite d'ailleurs de cette assise pour féliciter les membres du Conseil électoral qui, dans la sérénité, l'assiduité au travail et la foi aux valeurs républicaines, a réussi à franchir la barre de 7 millions d'inscrits sur les listes électorales avec une proposition de 3 353 760. C'est le lieu, une fois de plus, de vous féliciter, honorables membres du Conseil électoral, pour le travail efficace de suivi, de contrôle, de supervision et surtout d'alerte rapide que vous effectuez sur le terrain et en dehors, et qui contribue de manière significative au rehaussement de l'image de marque de l'ECAM et partant de la démocratie au sein de notre cher et beau pays. Démocratie dont la construction se poursuit dans la bonne voie grâce aux efforts incessants et inconditionnels que vous déployez. Soyez-en fiers car notre mission est non seulement de faciliter le processus démocratique, mais aussi d'apporter des réponses adéquates et concrètes aux difficultés opérationnelles et techniques du terrain. Les vagues de remerciements, ce dernier n'a pas oublié de saluer les efforts de certains partis politiques, médias et organisations de la société civile qui travaillent d'arrache-pied à ses côtés depuis le début des inscriptions. D'ici peu, le Conseil électoral devra à nouveau, dans le cadre des missions régaliennes qui lui sont dévolues, sillonner l'ensemble des démembrements territoriaux dans l'objectif de superviser la clôture des opérations d'inscription sur toute l'étendue du triangle national. D'une institution à une autre, l'Assemblée nationale favorable à la procréation médicalement assistée au Cameroun. Le projet de loi y relatif a été adopté ce mercredi au cours d'une plénière spéciale à la Chambre basse du Parlement. Delphine Foncouténé et Serge-Alain Zébou ont assisté à cette session. Le projet de loi en question a suscité un grand intérêt au sein de la représentation nationale. 13 orateurs se sont succédés au perchoir, d'abord pour interroger la GPA, gestation pour autrui. Il y a des filles qui sont nées sans utérus ou suite à une intervention chirurgicale qu'on appelle hystérectomie. Elles se retrouvent incapables de reproduire. Pourquoi ne pas donner la chance à ces femmes-là de procréer à partir de leurs propres gamètes qui seront portés par une mère porteuse comme nous l'appelons d'habitude? Pourquoi la sœur d'une femme ne l'aiderait-elle pas alors que le frère de l'homme peut aider son frère pour y arriver? Est-ce qu'on ne pourrait pas nuancer un peu cet article? Disons, la procédure d'adoption qui existe. Allons-nous aujourd'hui avoir un autre modèle où chacun va dire « moi je n'ai plus besoin d'un homme parce que je peux faire mon enfant » ou « je n'ai pas besoin d'une femme parce que je peux faire mon enfant ». Avez-vous oublié la question d'homosexualité ici? Le ministre de la Santé publique est également appelé à éclairer la lanterne des députés sur le don de gamètes et la paternité de l'enfant issu de la procréation médicalement assistée. À l'article 39 suscité, on dit bien le donneur ne peut exercer aucune action en reconnaissance de paternité à l'égard de l'enfant. Qu'advient-il donc lorsque dans les délais prescrits par la loi,
l'enfant entreprend la procédure de reconnaissance en paternité. Vous vous dites qu'on peut le faire sans qu'il y ait acte de mariage. C'est une bonne nouvelle pour une bonne catégorie de gens. D'accord, mais ça soulève un problème, la sécurité juridique de l'engendrement. On a posé le principe de l'anonymat de ces dons-là. Donc on ne sait pas de qui le don vient. Et ipso facto, l'enfant qui naît, il est de père et de mère dont le projet parental a été accepté. Cette disposition légale fixe à 55 ans l'âge limite pour la femme de subir une procréation médicalement assistée et aucun délai pour les hommes. Le coût réel des opérations aussi interrogé. Suivant ce que le directeur général, je crois, du CRASER, il parlait entre 3 et 5 millions, quelque chose comme ça. Mais nous pensons qu'il devra faire l'objet d'une étude pour que ceux qui sont démunis, ceux qui n'arrivent pas à payer ce coût-là, soient accompagnés. Après plus de 2 heures d'échange, présidé par Hilarion Eyton, premier vice-président de l'Assemblée nationale, les 65 articles de ce projet de loi répartis en 10 chapitres sont adoptés. La page des sports de ce 19h50 à présent. Demain, les championnats camerounais de football vont entamer leur phase fatidique qui va conduire aux champions et aux équipes maintenues. Un épilogue qu'accueille la ville de Garoua comme convenu au début de la saison après plusieurs tumultes. Les enjeux de cette semaine de play-off à Garoua dans cet élément de Marc-Lionel Chameau et Calvin Tekam. Ce jeudi 30 juin 2022 s'ouvre à Garoua la phase décisive de la saison des championnats MTN Elite 1 et MTN Elite 2. La capitale du Nord, Cameroun, avait été choisie par l'exécutif de la FECAFOOT à la veille de la saison après une plainte de Guiba Gaïtama, membre du COMEX, du Coton Sport de Garoua et des multiples supporters de la localité, car exclus des villes retenues pour la saison régulière. Sonné par la présidence de la République de rétablir l'équilibre, Samuel Eto'o avait donc attribué à Garoua la phase décisive des championnats, les play-offs. Nous y sommes aujourd'hui. Les 2 premiers du groupe A et B de MTN Elite 1 vont se croiser en demi-finale, puis finale pour déterminer le champion du Cameroun. Le tenant du titre, le Coton Sport de Garoua, va recevoir au stade Rumdi Adja devant son public assoiffé les Astres de Douala ce jeudi à 18h30. Le vainqueur de ce match à nocturne affrontera en finale le vainqueur du match Edin Sport de la Ligue Canon Sportif de Yaoundé, prévu à 16h. Le dimanche 3 juillet, l'on connaîtra le champion du Cameroun et en même temps le représentant du pays en Ligue des Champions. Au bas du classement, la panthère du DIA Foot lorgne la dernière place pour le maintien en Elite 1. Le perdant sera relégué à MTN Elite 2. Justement, les meilleurs clubs de cette division inférieure se battent pour valider leurs 2 places disponibles pour accéder en MTN Elite 1. Le stade annexe de Rumdi Adja de Garoua sera le théâtre des événements. Il abutera successivement les demi-finales Léopard de Douala, Gazelle de Garoua devant son public à 16h, puis AS Lausanne, Aigle Royal de la Ménois à 18h30. Les vainqueurs valideront à coup sûr leur ticket d'accession en division supérieure. Le dernier match à Garoua va se disputer le mercredi 6 juillet 2022. AS FAP croisera Lyon blessé de Fotouni. Le perdant quittera l'élite camerounaise pour les tréfonds des championnats régionaux. Garoua sera donc pendant une semaine la place forte du football camerounais. The place to be. Et pendant ce temps, les Lionnes indomptables sont au Maroc où elles engagent dès dimanche prochain la Coupe d'Afrique des Nations. Gabrielle Zabo et ses filles ont fini en beauté la préparation. Elles ont dominé les joueuses de Sarcelles 9-2. Un résultat bon pour le moral avant le début de la compétition. David Sondio pour les précisions. Les Lions indomptables du Cameroun finissent en beauté la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022. Elles ont battu les filles de Sarcelles, club de Ligue 3 française, 9-2 lors du dernier match préparatoire en France. Une préparation qui n'aura pas été facile pour Gabrielle Zabo et ses filles. Elles vont connaître le chaud et le froid. Tout d'abord, en double confrontation à Douala face au Sénégal. La sélection nationale a dans la première rencontre fait 2 buts partout dans un duel des fauves avant que les Lions ne reprennent la main en battant leur homologue du Sénégal 1-0 au match retour. Mais le 11 national va avoir une dure expérience face aux Bleus françaises, battues 4-0.
Un apprentissage difficile qui présente des réglages pour les Lionnes. Elles arrivent d'ailleurs au Maroc ce mercredi pour la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre samedi 2 juillet prochain. Les Lionnes entrent en scène le 3 juillet contre la Zambie. Le second match est prévu le 6 juillet, en face, les Éperviers du Togo. Et le troisième match de poule opposera les Lionnes du Cameroun contre la Tunisie le 9 juillet. Les Lionnes ont une ambition bien déclarée, remporter le Graal lors de cette édition. Une compétition sur laquelle règne sans partage le Nigeria. Et le reste de l'actualité, c'est à l'étranger. Aux États-Unis, veillée d'hommage aux 51 migrants décédés dans un camion surchauffé au Texas. En Espagne, ouverture ce mercredi du sommet de l'OTAN à Madrid dans un contexte de grave crise sécuritaire. Escalmonde porte la signature ce soir de Lil Piedju et Calvin Tekem. Les dirigeants de l'Alliance du traité de l'Atlantique Nord participent à la table ronde d'ouverture d'un sommet de l'OTAN à Madrid ce mercredi, dominé par la réponse de l'Alliance à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Selon le secrétaire général de l'OTAN, cette alliance se trouve au cœur de la crise de sécurité la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale en 1945. Nous nous trouvons au cœur de la crise de la sécurité la plus grave que nous ayons connue depuis la Seconde Guerre mondiale et nous constatons que les alliés sont capables de faire preuve d'unité, que nous voyons une alliance qui répond de manière forte et unifiée à toutes les menaces et à tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Une ancienne collaboratrice de la Maison-Blanche témoigne devant la commission du Congrès. Pour elle, Donald Trump était conscient de la possibilité de violence avant l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. J'étais à proximité d'une conversation et j'ai entendu le président dire quelque chose comme « Je me fiche qu'ils aient des armes. Ils ne sont pas là pour me faire du mal. Enlevez ces fichus sacs, laissez mes supporters entrer. Ils peuvent marcher vers le Capitole d'ici. Laissez-les entrer. » La communauté de migrants de San Antonio organise une veillée aux chandelles en hommage aux 51 migrants retrouvés morts dans un camion bondé et surchauffé au Texas. J'ai également présenté mes respects de manière personnelle. Je suis allé déposer des fleurs, je suis allé déposer une croix là-bas, l'endroit où les victimes ont été trouvées. Parce que malheureusement, beaucoup de ces migrants ont des familles, mais elles sont loin et ne seront pas en mesure de venir à cet endroit pour présenter leur respect, dont en leur nom, je suis également ici. La guerre civile entre le Front de libération du Mozambique, parti au pouvoir, et la révolution nationale mozambicaine, des rebelles anticommunistes, a ravagé le Mozambique de 1977 à 1992. Une nouvelle flambée de violence a secoué le pays de 2012 à 2019 jusqu'à la signature d'un accord de paix dans le centre du Mozambique, fief historique de la rébellion. Les combattants retournent peu à peu à la vie civile, mais non sans difficulté. C'est difficile de vivre seul, sans rien, loin de sa famille. Certains ont eu des fils et ils sont morts ici sans avoir eu le temps de les voir. Moi et ma famille, on ne pouvait plus supporter ça. Je veux dire aux autres qui sont encore là-haut de nous rejoindre. Avant, les jeunes étaient vraiment manipulés. Ils suivaient de faux politiciens. Mais maintenant qu'ils peuvent étudier dans les clubs de paix et qu'on a commencé à démobiliser, les choses sont vraiment en train de changer ici. Ils ne vont pas commettre les mêmes erreurs. De la réclame pour refermer ce journal, Neptune Oil clôturait récemment à Yaoundé la deuxième édition de son Open de tennis, un tournoi qui a vu la participation de nombreux amateurs et de diverses catégories. Objectif, promouvoir l'image de marque Neptune Oil à travers le sport. Reportage. Une dizaine d'athlètes récompensés au terme de la deuxième édition de l'Open de tennis de Neptune Oil.
Le tournoi dévoile ses vainqueurs ce 26 juin au complexe sportif du Hilton Hotel de Yaoundé, après une semaine de compétition. Un enchaînement de succès pour ce géant de produits pétroliers au Cameroun. On peut affirmer sans risque de se tromper que les fruits tiennent effectivement à la promesse des fleurs. Nous avons vu l'engouement, nous avons vu la ferveur, nous avons vu la présence massive des passionnés, des amateurs de ce sport. Nous pouvons dire que Neptune sera toujours aux côtés de tous ceux qui pratiquent ce sport pour aider, à accompagner, à promouvoir davantage ce sport dans notre pays. Ils étaient des dizaines à concourir dans les catégories dames et messieurs. Je suis heureuse, je suis vraiment très heureuse parce que j'ai déjà eu à participer à plusieurs éditions ici et je sortais toujours en demi-finale et cette fois-ci j'avais une détermination à remporter cette coupe. Nous sommes très contents de ce tournoi. Nous revenons à chaque fois. Vraiment, l'organisation est de plus en plus et en tout cas s'améliore chaque fois. Vraiment, nous sommes très contents qu'on ait des tournois pour les catégories vétérans qui sont souvent un peu oubliés. Et pour nous autres qui allons au travail et qui avons souvent aussi envie de faire de la compète. La principale innovation de cette deuxième édition est sans doute la participation des vétérans. Une manière pour Neptune Oil de valoriser ces personnes en âge avancé. Vous savez que toujours les tournois, c'est toujours les jeunes. Et parfois les vétérans, ils se trouvent un peu lésés dans l'affaire. Or aujourd'hui, on a vu un peu cette tranche d'âge-là et on a vu du beau tennis. Le tournoi rentre dans le cadre des activités citoyennes de l'entreprise Neptune Oil. Sachez que cela rentre dans ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Donc on n'est pas là juste pour faire, mais on veut montrer qu'on fait autre chose, on veut encourager le tennis au sein du Cameroun. Cette deuxième édition du Tennis Open est une occasion pour le géant des produits pétroliers Neptune Oil de vanter ses autres produits, à savoir le restaurant et les boutiques de son enseigne Maïté Café. C'est là l'essentiel de l'actualité au Cameroun et dans le monde. Merci d'avoir suivi cette autre édition du 19h50 sur Canal 2 International. Merci de rester fidèle à la chaîne dont les programmes se poursuivent. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, pour l'information la meilleure. Et c'est sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous.